Tous. Donc Pascal Amédro, moi je suis cardiologue pédiatre et congénitaliste à Bordeaux. Je vais vous parler donc des cardiopathies congénitales à l'âge adulte avec un parti pris, puisqu'en 1 heure, j'avais pas envie de vous faire un catalogue de toutes les cardiopathies congénitales à l'âge adulte, mais plutôt d'axer sur le dénominateur commun qui peut vous intéresser, qui est l'insuffisance cardiaque, et avec un focus sur la physiologie, puisque c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, le contexte des cardiopathies congénitales, je pense que dans le cadre de ce DU, vous le savez, hein, il y a eu un bouleversement complet dans la prise en charge depuis 30 ou 40 ans, avec aujourd'hui plus d'adultes que d'enfants avec des cardiopathies congénitales, les progrès étant essentiellement liés à l'anesthésie-réanimation et à la chirurgie. Et vous voyez aujourd'hui là, les chiffres. En Europe, il y a plus d'1 million de patients adultes avec des cardiopathies congénitales. Les acronymes, c'est soit ACHD, soit Gooch. On utilise plutôt dans la littérature actuelle l'acronyme ACHD. Et donc, vous voyez ici en bleu, depuis les années 2000, on a eu un croisement des courbes de prévalence entre les enfants et les adultes. Et puis maintenant, 2020, 2021, on a plus d'adultes que d'enfants en termes de prévalence, alors que l'incidence à la naissance reste la même à près de 1%. Donc on a en fait transféré la mortalité de la pédiatrie à l'âge adulte. Vous voyez ici, dans les années 90, la mortalité, elle était essentiellement néonatale. Et aujourd'hui, la mortalité a été transférée dans une pyramide des âges qui peut finalement correspondre à une pyramide des âges en population saine. Aujourd'hui, donc, les dernières données récentes sur la mortalité dans les cardiopathies congénitales montrent que on est au-delà des 95% de survie après chirurgie pour la quasi-totalité des cardiopathies congénitales, sauf les plus sévères et en particulier les cardiopathies univentriculaires où on est plutôt aux alentours de 70% de survie et dans des centres experts, on a des taux de survie même supérieurs à ça. Et vous voyez ici la survie plus à distance, à 30 ans. Vous voyez, bah, ça se suit, hein. On a pareil, plus de 90% de survie à 30 ans dans la quasi-totalité des cardiopathies congénitales, sauf les cardiopathies univentriculaires. Vous posiez la question à Nadir tout à l'heure. Donc voilà la réponse sur des grosses séries. On est à 65% de survie à 30 ans. Là aussi, il faut y mettre un bémol puisque les populations sont très hétérogènes. Il y a des centres qui ont des résultats meilleurs que cela, mais c'est un chiffre en gros à peu près actuel. On peut dire qu'aujourd'hui, la mortalité à 30 ans est de l'ordre de 30% tout cumulé. Les recommandations, je vais juste vous mettre quelques diapos pour vous dire qu'elles ont surtout évolué sur les dernières années. C'est beaucoup d'avis d'experts. Il y a de plus en plus de sciences qui nous permettent de monter le niveau de preuve dans ces recommandations, mais ça reste quand même de plus en plus très souvent des avis d'experts. Donc il y a eu les recommandations américaines dans les années 2008, européennes dans les années 2010, et puis là plus récemment, des nouvelles recommandations que je vous incite à lire qui ont été publiées par les sociétés européennes de cardiologie et de cardiologie pédiatrique et congénitale. En termes de classification, il y en a beaucoup. La plus utilisée dans les publications, c'est la classification anatomique que vous avez sur le site Orphanet, qui est la classification ACC-CHD. Donc, c'est 10 gros blocs de cardiopathie congénitale et à l'intérieur de ces cardiopathies, vous avez des sous-cardiopathies, des sous-groupes. Mais vous avez aussi d'autres classifications qui peuvent être utilisées, en particulier des classifications qui sont plutôt physiologiques que anatomiques. Voilà, donc j'insisterai pas beaucoup là-dessus puisque c'est pas le propos, mais c'était pour faire une introduction un peu large du contexte. Donc, quand on parle d'insuffisance cardiaque dans la population d'adultes avec cardiopathie congénitale, on s'aperçoit que la prévalence est croissante et on estime à peu près aujourd'hui que 20% des adultes ont de l'insuffisance cardiaque, ce qui nécessite des services hospitaliers experts, puisque pour certains de ces patients, ce sont des cardiopathies complexes. Et c'est pour ça qu'en France, on a créé un réseau national qui s'appelle M3C, dans lequel vous avez 4 centres de référence et un peu plus d'une vingtaine de centres de compétences sur le territoire français, métropole et dom-tom. C'est donc ce centre qui s'appelle M3C et les 4 centres de référence sont Necker pour la pédiatrie, Pompidou pour les adultes, Marie-Lannelongue pour le côté médico-chirurgical enfant-adulte et Bordeaux, médico-chirurgical enfant-adulte également. Et donc, ça nécessite des lits. Tous ces centres ne peuvent pas accueillir tous les patients présentant des cardiopathies congénitales. Et c'est pour ça que notre réseau doit aussi former des cardiologues de proximité pour pouvoir les accueillir et éventuellement les référer quand il se doit. Alors, c'est quoi la physiologie de l'insuffisance cardiaque chez ces patients?
Eh bien, c'est de la dysfonction du ventricule systémique de morphologie gauche ou du ventricule sous-pulmonaire de morphologie droite. Hein, vous connaissez les VD systémiques en particulier, le ventricule unique, la cyanose sur un obstacle droit serré ou une hypertension artérielle pulmonaire sur un shunt qui s'appelle le syndrome d'Eisenmenger. Les troubles du rythme, ça c'est un élément très important. Souvent, les troubles du rythme dans les cardiopathies congénitales de l'adulte sont moins bien tolérés que chez un patient qui a un cœur anatomiquement normal. Ça rajoute une décompensation physiopathologique. On peut avoir aussi des pathologies ischémiques chez nos patients, en particulier ceux qui ont eu des réimplantations coronaires. Et puis maintenant, on a des pathologies acquises, avec la cardiologie acquise sur des patients qui sont congénitaux et qui rajoutent des comorbidités cardiovasculaires d'origine non congénitale. On peut faire un infarctus à 40 ans, alors qu'on a eu une cardiopathie congénitale opérée dans l'enfance. Et d'ailleurs, toute la littérature actuelle montre, même s'il n'y a pas beaucoup de données, que nos patients ont un risque cardiovasculaire en termes de cardiologie acquise, de pathologie acquise cardiaque, bien plus important qu'en population générale, y compris pour des cardiopathies congénitales banales. Actuellement, quand on a une CIV, qui est quand même une cardiopathie très banale, non complexe, opérée dans l'enfance euh, et sans aucune séquelle, ce patient à l'âge adulte va avoir beaucoup plus de facteurs de risque cardiovasculaire en termes d'hypertension, de diabète, d'infarctus, etc. Probablement parce que ce sont des patients qui pendant longtemps ont été un peu surprotégés. Il n'y a pas eu de promotion de l'activité physique chez eux quand ils étaient enfants. On les a mis sur le banc de touche à l'école. Ils ont eu des comportements à risque en termes de sédentarité. Et ce sont des patients qui actuellement ont des facteurs de risque plus importants qu'en population générale. Donc c'est très important que ces patients qui parfois ne sont pas vus dans des centres experts parce que c'est des CIA, CIV, aient une évaluation de ce risque de cardiopathie acquise. Alors les signes cliniques d'insuffisance cardiaque dans la population adulte, alors ils sont, je vous ai mis un petit peu une diapo qui résume la situation. Il n'y a pas de subtilité particulière chez nos patients, hormis le fait qu'ils peuvent avoir un ventricule systémique qui peut être de type gauche ou de type droit, et qui peuvent avoir un ventricule sous-pulmonaire qui lui aussi peut être de type gauche ou de type droit. Donc quand on parle d'insuffisance cardiaque gauche ou d'insuffisance cardiaque droite, il faut juste que dans la terminologie, on sache de quoi on parle. Euh, mais sinon, il n'y a pas de caractère particulier au niveau de la clinique. La seule particularité éventuellement sur laquelle j'insisterai, c'est que ce sont des patients qui sont habitués à leur physiologie et qui peuvent ne pas exprimer de signes d'insuffisance cardiaque de manière aussi évidente et aussi bruyante que ne le ferait un adulte qui a eu un cœur normal pendant toute sa vie et qui ferait par exemple un infarctus, avec des séquelles de post-infarctus à type d'insuffisance cardiaque. Nos malades sont habitués à avoir une dysfonction ventriculaire, ils sont habitués à ne pas se plaindre, ils sont habitués aux hôpitaux, et surtout ils n'ont plus envie d'aller à l'hôpital, puisqu'ils ont écumé les hôpitaux pédiatriques dans leur enfance et parfois ils sous-estiment un peu leur insuffisance cardiaque. Donc la clinique peut être peu bruyante alors qu'en fait la situation physiologique peut être dégradée. Et si bien que pendant longtemps, les cardiologues congénitalistes n'ont pas évalué la NYHA dans les cardiopathies congénitales complexes. Certains pensaient que ce n'était pas fiable en raison de l'anatomie particulière de ces patients, des modynamiques particulières de ces patients, et du fait que voilà, le malade était habitué à ses physiologies et exprimait mal ses limites fonctionnelles. Et en fait, tout ça, c'est faux, puisqu'il y a eu beaucoup de publications qui ont montré que la NYHA était fortement corrélée à la morbimortalité chez nos patients congénitaux, y compris les plus complexes. Hem, et donc, c'est corrélé à la sévérité de la cardiopathie, à la VO2 max, à la pente VO sur VCO2, au BNP, à la qualité de vie. Donc ça, c'est des travaux que mon équipe en particulier a menés, Charlène Brady, Arthur Gavoto, dans le cadre de leur fellowship en recherche dans mon équipe. C'est quelque chose qu'on a montré et que d'autres ont montré d'ailleurs, et qui est aujourd'hui vraiment un fait établi. Il faut absolument sans aucun doute se fier à l'NYHA chez ces patients et correctement faire l'interrogatoire euh, en ayant confiance en ce critère. En termes de qualité de vie, elle est évidemment altérée dans les cardiopathies congénitales les plus complexes. Et ça, c'est une étude qu'on avait faite il y a quelques années,
en 2016 sur tout le territoire français, où on avait pris les cardiopathies les plus graves, c'est-à-dire les cardiopathies congénitales associées à une hypertension pulmonaire. Effectivement, là, on rentre dans des profils physiologiques de patients qui sont particulièrement sévères. Et donc, on avait inclus un peu plus de 200 adultes et adolescents avec une hypertension pulmonaire et une cardiopathie congénitale. Et on leur avait fait passer toute une série de questionnaires pour voir quel était leur statut physiologique et leur qualité de vie au sein d'une majorité des centres de compétences, à la fois HTAP et M3C, au sein de nos territoires, puisque je vous ai parlé tout à l'heure du plan maladie rare et des réseaux M3C, malformation cardiaque congénitale complexe, mais il y a aussi, dans le cadre du plan maladie rare, la labellisation de centres de compétences et de référence pour l'hypertension pulmonaire, le centre de référence étant à Paris, Béclair, et il y a pareil une vingtaine de centres de compétences. Donc pour certains d'entre nous, on est à la fois des centres de compétences ou de référence, à la fois pour l'hypertension pulmonaire et pour le réseau M3C. Donc c'est dans ces centres-là qu'on avait inclus ces patients avec deux types de pathologies, l'hypertension pulmonaire compliquant l'HTAP. Et on s'aperçoit avec le questionnaire SF36 que la dimension physique de cette qualité de vie est fortement corrélée à la NYHA. Vous voyez le graphe PCS à gauche, c'est la dimension physique de cette qualité de vie. Vous voyez que plus le malade est grave, en rouge, NYHA4, moins bonne est sa qualité de vie. 50, c'est l'étalon, on va dire, pour la population générale. Et donc, vous voyez qu'en NYHA1, ils ont une qualité de vie en termes de dimension physique qui est proche de la normale, et puis ça chute progressivement en NYHA2, NYHA3, NYHA4. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous regardez le deuxième bloc, qui est le MCS, la dimension mentale de la qualité de vie, c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas une stratification corrélée à l'NYHA. On s'aperçoit même que des malades très très graves peuvent avoir des mécanismes de coping, de résilience, qui font que leur qualité de vie est presque meilleure que la NYHA 2 ou 3. Et donc ça, c'était très intéressant puisqu'on s'était déjà aperçu que la NYHA et la qualité de vie chez ces patients étaient fortement liées. Ça a été démontré il y a une dizaine ou une vingtaine d'années dans l'insuffisance cardiaque à cœur normal de l'adulte. Et ensuite, on s'est dit, en termes de physiologie, est-ce qu'il faut évaluer également la VO2 chez ces patients? Et donc, la réponse est oui, ça fait déjà maintenant plusieurs années que ces patients bénéficient d'une évaluation de leur physiologie par la consommation d'oxygène au cours d'un test d'effort cardio-respiratoire. Donc la VO2 max, le pic de VO2, est un facteur pronostic qui est corrélé à l'NYHA, qui est corrélé à la qualité de vie. Et on regarde de plus en plus même des autres paramètres, des paramètres sous-maximaux ou des paramètres qui peuvent être analysables lorsqu'on n'arrive pas à faire une VO2 max chez un patient qui est particulièrement sévère. Et donc par exemple la pente VE sur VCO2 qui est l'efficience ventilatoire ou le premier seuil ventilatoire, le SV1. Il y a même d'autres paramètres dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui font l'objet de pas mal de travaux de recherche. En tout cas, aujourd'hui, message numéro 1, la NYHA doit être effectuée dans l'évaluation de la physiologie d'un adulte avec cardiopathie congénitale. Numéro 2, la qualité de vie doit être évaluée également chez des malades qui ont, comme je vous l'ai dit, écumé les services de pédiatrie et peuvent avoir besoin d'une prise en charge psychosociale particulière. Et 3, dans l'évaluation de ces cardiopathies congénitales, il faut également faire de la VO2 puisque c'est vraiment un très bon reflet du pronostic et de l'évaluation de ces patients. Donc on a rédigé les recommandations françaises il y a peu de temps, hein, elles sont toutes fraîches, il y a 2 ans, sur les tests d'effort et on a rajouté, donc Gilles Bosser et moi, on a rajouté un paragraphe à la demande de la Société française de cardiologie sur la population pédiatrique et la population congénitale adulte. Sans rentrer dans les détails, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la CPET, c'est-à-dire le test d'effort cardio-respiratoire, cardio-pulmonaire, doit être effectué chez un enfant ou un adulte avec une cardiopathie congénitale pour évaluer le pronostic, pour évaluer la capacité fonctionnelle et pour prescrire un programme d'activité physique ou même un programme de réhabilitation à l'effort. Et vous voyez ici, cardiopathie par cardiopathie, comment évolue la VO2, comment évolue la pente sur VCO2, etc. en fonction des situations. Et il y a une dizaine d'années, Alexander Kempney, à Londres, avait
collecté, il fait une revue de la littérature de toutes les VO2 de tous les patients adultes avec cardiopathie congénitale. Il avait fait ce petit graphe pour montrer l'évaluation de cette VO2, cardiopathie par cardiopathie. Donc vous voyez que les pires sont les HTAP avec cardiopathie congénitale, donc le syndrome d'Eisenmenger, avec une VO2 max à 12,5 à 40 ans, donc fortement altérée. Et puis, les Fontans sont à 22,8 pour un âge moyen à 20 ans. Alors, le biais de cette étude, c'est ils n'ont pas corrélé la valeur à l'âge, hein, mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'avoir été une des premières grosses études dans cette population. Et puis, vous voyez des cardiopathies complexes, mais qui finalement ont des très bonnes VO2, comme les switches artériels sur transposition des gros vaisseaux, tout en haut du graphe, où on est à près de 37 millilitres kilo-minute de VO2 moyenne, encore une fois avec le bémol. Dans cette série, il s'agit de patients de 15 ans, mais ça a été une des premières études qui a montré l'importance de la VO2. Donc dans les années 2010, vous voyez, c'est il n'y a pas si longtemps. Avant ça, on ne faisait pas vraiment de VO2 chez les patients adultes, et aujourd'hui, c'est devenu un examen gold standard. Et donc la solution quand même pour éviter ce cercle vicieux du déconditionnement qui a l'air de démarrer dès la pédiatrie, il faut probablement promouvoir l'activité physique et l'éducation thérapeutique de ces patients. Et comme vous le savez, si on associe ETP, donc éducation thérapeutique du patient, et réadaptation cardiaque, et, ben et activité physique, pardon, ça s'appelle de la réadaptation cardiaque, comme ce qui est fait dans l'insuffisance cardiaque avancée de l'adulte, dans le post-infarctus, etc. Puisque certains médecins spécialistes de la réadaptation disent que c'est même le meilleur médicament pour l'insuffisance cardiaque, et j'aurais tendance à être d'accord avec eux. Et donc on a testé quand même dans notre population ce type de réadaptation pour voir si c'était efficace. La particularité de nos patients avec cardiopathie congénitale, c'est qu'encore une fois, on a du mal à les insérer dans des programmes hospitaliers lourds, et qu'ils ne souhaitent pas aller 3 semaines dans des centres de réadaptation comme on le ferait en post-infarctus ou dans l'insuffisance cardiaque avancée de l'adulte. Certes, ils peuvent avoir un peu d'insuffisance cardiaque, mais je vous ai dit que c'était que 20% des adultes. Mais c'est surtout un profil de déconditionnement, et c'est surtout un profil de troubles de problèmes d'autonomie par rapport à leur maladie. Et ce qui fait qu'on a créé un programme plutôt mixte, c'est-à-dire à la fois hospitalier et ambulatoire. Ce programme, il s'appelle CaliRehab, et c'est un essai randomisé contrôlé qui a été promu par la Fédération française de cardio, l'Est française de cardio, etc. Plusieurs financeurs, et on a fini nos inclusions. On va voir les résultats dans quelques jours. Ça a été un vrai succès. On a inclus à peu près 200 patients dans un programme de réadaptation à l'effort mixte basé sur le seuil ventilatoire, et dont on espère qu'il pourrait devenir une prescription dans l'avenir pour ces malades, puisqu'encore une fois, un modèle hospitalier pur ne semble pas être adapté chez eux. Donc vous voyez, on commence à gauche le programme. Donc là, c'est des jeunes à gauche, ils doivent avoir 17-18 ans, et à droite, c'est un jeune de 25 ans. Donc c'est soit des post-op cardiaques, soit des malades qui ont été opérés il y a quelques années, mais qui voient leur VO2 chuter régulièrement, et qui souhaitent bénéficier de ce programme de réhabilitation. Donc là, c'était un essai randomisé contrôlé. Donc la moitié n'a pas eu le programme, l'autre moitié oui. Donc vous voyez à gauche, on commence en centre de réadaptation, souvent en groupe, avec un enseignant d'activité physique adaptée, et évidemment avec tout le programme que vous connaissez dans la réadaptation, les diététiciennes, les psychologues, les nutritionnistes, les kinés et les APA, et les cardiologues évidemment. Et puis à droite, il rentre à domicile, après avoir fait sa première semaine en centre. Il fait ses 3 mois à raison de 2 séances de coaching par semaine par un APA, donc un enseignant d'activité physique adaptée. Et là, c'était à droite pendant le Covid, où l'APA ne pouvait plus se déplacer au domicile du patient, mais finalement, vous voyez, en mettant l'iPhone, il réussissait à poursuivre le programme. Et on a un retour quand même très positif des patients qui trouvent cette modalité de remise sur pied très intéressante. Je vais passer très vite parce que je pense que on n'est pas dans la cardiologie pure ici à SDU, mais souvent dans l'insuffisance cardiaque, sur cardiopathie congénitale, on se pose toujours la question du défibrillateur implantable. L'incidence globale de la mort subite est assez faible dans cette population, moins de 0,1% par an, c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Mais par contre, la mort subite représente 20 à 25% des causes de décès tardifs chez des adultes avec cardiopathie congénitale. Et les groupes à risque, c'est le FALO, le VD systémique, l'Eisenmenger et l'anomalie d'Epstein. Et actuellement, donc, on met un DAI en prévention secondaire chez ces patients quand on a une mort subite récupérée sur fibrillation ou tachycardie ventriculaire.
une syncope de cause indéterminée avec une TV inductible à la stimulation ventriculaire programmée, ou une TV soutenue, documentée, non ablatable. Et en prévention primaire, le niveau de preuve là est beaucoup plus faible, mais grosso modo, quand la FEVG est basse, avec de l'insuffisance cardiaque dans les cardiopathies biventriculaires ou dans les phallos à risque, avec des QRS larges, des tachycardies ventriculaires inductibles ou non soutenues, des pressions télédiastoliques élevées, etc. Et les questions qui vont se poser, c'est dans les VD systémiques ou les ventricules uniques où les choses ne sont pas claires. Et actuellement, il n'est pas recommandé, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il n'est pas habituel de mettre en place un DAI dans des pathologies non curables, sans projet de transplantation, ou avec une espérance de vie particulièrement basse. Voilà, donc tout ça, c'est en train d'évoluer, puisque, encore une fois, c'est une population où on pousse de plus en plus les limites et où ce qui est important, c'est surtout de bien discuter avec le patient et de réfléchir à l'amélioration de sa qualité de vie. La resynchronisation, je ne vais pas en parler. La transplantation et l'assistance ventriculaire chez ces patients représentent 10% des indications chez les patients jeunes, avec un pronostic à court terme qui est moins bon qu'en cardiologie générale, une mortalité qui, dans certaines séries, atteint un tiers à moins d'un mois. Le pronostic à 10 ans semble à peu près similaire, avec, encore une fois, des petites cohortes. Et l'assistance, elle est effectuée dans les Félix-Fontan, avec des problématiques de coagulopathie, d'hépatopathie, dans le VD systémique, avec quelques cas rapportés, et dans le phallo, avec l'assistance du VD. Ça sera vraiment quelque chose qui sera probablement abordé par nos anesthésistes. Et là maintenant, je voudrais vraiment parler de physiologie et vous expliquer comment on raisonne, cardiopathie par cardiopathie, pour voir un petit peu pourquoi le patient est éventuellement malade. Donc on va surtout voir des cardiopathies simples au départ, et puis on fera un cas clinique ou deux à la fin pour des cardiopathie plus complexes. Donc on va commencer très simple. Vous voyez la physiologie d'une communication interauriculaire. La communication interauriculaire que vous voyez ici, alors là c'est une CIA de type sinus venosus, mais peu importe. Le shunt va se faire de la gauche vers la droite parce que la compliance du ventricule droit est meilleure que celle du ventricule gauche. Et c'est ce qui détermine le sens de la CIA. Ce n'est pas la taille de la CIA qui détermine la physiologie, c'est vraiment l'histoire de différence de compliance. Vous voyez ici dans la loi de Starling, la courbe de relaxation, ça a la forme d'une exponentielle. Donc VGVD, vous voyez en noir le VG et en vert le VD. Alors que la courbe de contractilité, ce sont des droites. Donc vous voyez à gauche la courbe du VG, la courbe du VD, quand vous faites un Starling, c'est-à-dire le delta de pression sur le delta de volume. Vous voyez que la flèche rouge qui correspond à la CIA, l'évaluation de ce shunt est déterminée par le fait que la compliance du VD est meilleure que la compliance du VG et que donc cela détermine le sens de la CIA. Si on a une augmentation de ce shunt, comme vous voyez ici, et la flèche rouge est devenue plus importante, c'est parce que entre la situation d'avant et la situation d'après, on a une compliance du VG qui est moins bonne. Et donc là, vous allez avoir par exemple un adulte âgé chez qui on va découvrir une grosse CIA en se posant la question de comment se fait-il qu'on ne l'avait pas vue avant ou qu'en tout cas avant elle parlait moins. Eh ben, tout simplement parce que la compliance des ventricules, elle bouge avec l'âge et qu'un sujet âgé va par exemple avoir une mauvaise compliance du VG ou un sujet qui a une maladie du VG comme une cardiomyopathie. Voilà. Alors dans le rétrécissement mitral, on peut avoir aussi une augmentation du shunt interauriculaire. On n'aura pas les mêmes courbes de Starling, mais sur le plan de la physiologie et de la clinique, ça sera la même chose. Si on continue mon exemple, on repart du point de départ avec la compliance VG, la compliance VD et la CIA. Vous voyez qu'ici, la compliance du VD est améliorée par rapport à la situation d'avant, ce qui a entraîné une augmentation du shunt à travers la CIA. Que s'est-il passé? Pourquoi la compliance du VD s'est améliorée? Eh bien, par exemple, quand on a mis en place un traitement de l'HTAP chez un patient qui avait une cardiopathie congénitale associée à une hypertension pulmonaire, ou quand on a levé un obstacle éjectionnel sur le ventricule droit, que ce soit par chirurgie ou par cathétérisme. Et de façon plus directe, si on met des bêta-bloquants, il y a un effet lusitrope et une amélioration de la compliance du ventricule droit. On continue les explications physiologiques, on repart du départ, et vous voyez ici, la compliance du VG s'est améliorée et la CIA a diminué en termes de shunt. Je vous remets, on part d'ici, on avance,
et donc moins de CIA, compliance du VG qui a été décalée vers le bas, donc améliorée. Et donc qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être par exemple un sujet âgé qui a une CIA, qui avait une hypertension artérielle, on contrôle l'HTA et finalement la CIA est plus importante. Autre exemple, un patient a une CIA et un OAP parce que c'est un patient qui est vieux, c'est la CIA du sujet vieilli, la POG est élevée par trouble de relaxation du VG, on met des diurétiques et là on s'aperçoit que la CIA est moins importante et c'est d'ailleurs souvent ça qu'on fait, hein. On traite l'insuffisance cardiaque gauche avant de fermer une CIA pour éviter l'OAP après la fermeture d'une CIA. Ça, c'est un élément très important de comprendre la physiologie chez un sujet adulte avec une cardiopathie congénitale, parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation que chez un enfant où, quand on ferme une CIA, en général, on n'a absolument pas de problème d'insuffisance cardiaque au décours. Le raisonnement se tient évidemment pour d'autres exemples, sans rentrer dans les détails. Si vous avez un obstacle gauche, RAO, RM, vous le traitez par cathé ou par chirurgie, c'est le même résultat. Ou alors, un traitement d'une cardiopathie ischémique. On a parlé tout à l'heure des pathologies acquises chez les congénitaux. Si vous avez une cardiopathie ischémique et une CIA, vous revascularisez, vous mettez des IEC, des bêta-bloquants, et vous allez probablement améliorer, diminuer le shunt à travers cette CIA. Donc, c'est ça le message. Avant de voir un shunt et de se dire qu'on est malade de ce shunt, chez un adulte, il est très important d'évaluer l'intégralité de la physiologie cardiaque et de ne pas oublier les cardiopathies acquises. C'est ça un message qui est très important puisque quand on fait un cours, un début d'anesthésie réanimation, vous allez être pour les anesthésistes et les réanimateurs en première ligne pour gérer les complications ou pour même screener les patients en termes de risque dans la consultation pré-anesthésie. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas passer à côté d'un facteur de risque additionnel à une cardiopathie qui finalement est simple. Donc une CIA, c'est très simple. Par contre, une hypertension artérielle et un OAP chez un adulte, c'est beaucoup moins simple comme prise en charge si on n'était pas au courant que ce malade avait une mauvaise physiologie avant. On continue, vous avez ici, on part du départ, euh, avec ma petite flèche de CIA, et là, hop, la fonction VD en termes de compliance est altérée. Pourquoi? Eh bien, une HTAP qui se met en place sur plusieurs années, une sténose pulmonaire qui réapparaît, un obstacle droit, par exemple, chez un adulte qui a été revalvulé dans l'enfance et qui euh, présente une récidive d'obstacle VDAP. On peut avoir aussi une sténose tricuspide. Donc là, on ne pourra pas faire les courbes de Starling de la même façon, mais encore une fois, comme pour l'exemple du rétrécissement mitral tout à l'heure, non pour les courbes, mais oui pour la clinique. Donc j'ai fait exprès de partir d'une cardiopathie très simple qui est la CIA pour vous montrer le raisonnement en termes de loi de Starling pour évaluer la physiologie d'une CIA associée ou non à autre chose. Pour la CIV, encore une fois, c'est la cardiopathie la plus fréquente. Je fais exprès de parler d'une cardiopathie simple dans ce DU parce que par l'intermédiaire des cardiopathies simples, on s'aperçoit que les choses parfois ne sont pas si simples que ça. Donc les CIV, les cardiopédiatres et les cardiologues congénitalistes vont évaluer le shunt. Est-ce qu'il est gauche-droit? Est-ce qu'il est restrictif? Restrictif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypertension pulmonaire. Pas d'hypertension pulmonaire, c'est en général que les pressions dans l'AP sont à moins d'un tiers au moins par rapport aux pressions dans l'aorte. Et donc, par nos Doppler, on est capable d'évaluer ça. On prend la tension au brassard chez le patient. Vous voyez, chez ce patient, il a 5 mètres par seconde de gradient à travers la CIV. On applique la loi de Bernoulli. 5 mètres par seconde, ça vous fait 100 mm de mercure que vous calcule la machine, 4 fois la vitesse au carré. Et donc, si vous avez un gradient à 100, avec un patient qui a 130 sur 70 de pression au brassard, ça veut donc dire qu'il a 130 moins 100 dans le VD en systole, donc 30. Et s'il n'a pas de sténose pulmonaire, l'APVD égale l'AP en systole, et donc il a 30 dans l'AP en systole, et donc il n'a a priori pas d'HTAP. Et ensuite, on va regarder à l'échographie si le VG est dilaté ou si le rapport PQS est élevé, ce qui traduit le fait que le shunt est ou pas significatif. S'il est significatif, il faut évidemment, s'il y a un hyperdébit pulmonaire, et que donc il est significatif, tout ça c'est synonyme, il faut fermer le shunt. Donc, piège échographique, vous voyez là, chez un patient, si on s'aligne mal sur les Doppler, on va avoir un gradient faible à gauche, et le même patient s'alignant correctement, on a un gradient élevé. Et donc, le message, c'est évidemment qu'il faut bien faire de l'écho, mais surtout, si on a le doute, de ne pas hésiter chez les congénitaux adultes à réévaluer l'hémodynamique par un cathétérisme cardiaque si on n'a pas la certitude complète de l'état hémodynamique. Voilà.
le deuxième message que je voulais donner, c'était ça. Il y a eu une époque où on faisait des cathés à tout le monde et évidemment l'échographie a permis de répondre, à la quasi-totalité des questions, en tout cas pour la pédiatrie. Pour l'adulte, c'est un peu moins clair. On peut se faire piéger, donc on a le cathétérisme, hémodynamique plus facile dans les cardiopathies de l'adulte. Alors pas pour les CIV, mais pour des cardiopathies peut-être plus complexes en particulier. Ça, je vais passer et donc vous voyez ce patient qui a un shunt gauche-droite, qu'il faut fermer. Si on ne ferme pas ce shunt gauche-droite, alors pourquoi je dis qu'il faut fermer? Parce qu'il a un gros VG et que donc il est significatif. Alors il y a de la turbulence à travers la CIV, donc on s'imagine que la nature a essayé de fabriquer une petite rustine pour la fermer, mais que cette rustine n'a pas été, complète. Si on ne fait rien, le shunt est gauche-droite pendant plusieurs années, puis il va s'équilibrer, il va être, bidirectionnel, vous voyez là le graphe du milieu pour lutter contre l'hyperdébit pulmonaire, la nature va faire épaissir la paroi de l'artère pulmonaire. Il y a des mécanismes de force de cisaillement qui vont se mettre en place, de shear stress sur les parois de l'artère pulmonaire. Et donc, ces parois vont s'épaissir, ce qui fait que les résistances dans l'artère pulmonaire vont augmenter. Hein, vous connaissez la loi de Poiseuille, delta P égale RQ. Et donc, en s'épaississant, le débit va diminuer, certes, mais on rentre dans une autre maladie qu'est l'hypertension pulmonaire. Et lorsque cette hypertension pulmonaire est fixée, avec une paroi à très haute résistance, une paroi de l'AP, l'artère pulmonaire à très haute résistance, le shunt s'inverse quand la résistance dans l'AP est supérieure à la résistance dans l'aorte, et le patient devient bleu. Et donc, c'est le syndrome d'Eisenmenger, c'est le shunt droite-gauche. Donc là, je vous ai mis le continuum entre la pédiatrie à gauche et l'adulte à droite. Si on ne fermait pas un shunt, en particulier un shunt à haut débit, c'est l'évolution vers l'hypertension pulmonaire. Alors évidemment, on a maintenant de moins en moins de patients comme ça, puisqu'on sait quand même diagnostiquer très tôt les cardiopathies congénitales, mais vous allez voir des adultes qui n'ont pas eu la chance d'avoir une prise en charge optimale et qui vont avoir présenté ce syndrome d'Eisenmenger. Donc là, c'est toute la physiopathologie de l'HTAP associée à un shunt. Donc plus le shunt est à fort débit, plus vous avez la malchance d'avoir de l'HTAP, donc par exemple les shunts systémico-pulmonaires, canal artériel, tronc artériel commun, fenêtre aorto-pulmonaire, vont avoir des HTAP précoces. Ensuite, quand vous avez un shunt post-tricuspide, mais avant les gros vaisseaux comme la CIV, vous allez avoir une HTAP un petit peu plus tardive. Et puis, quand vous avez une CIA, là, l'HTAP, elle est déjà pas systématique dans les shunts pré-tricuspides. Et quand elle a lieu de façon en général plus tardive. Voilà, tout ça, ce sont des généralités. euh, mais ça vous donne un portrait à peu près robot de ce que c'est que l'HTAP dans les cardiopathies congénitales. Donc, vous voyez le patient. Tout à l'heure, je vous ai montré une CIV qui était rouge, gauche-droite. Là, je vous montre la même CIV, mais malheureusement droite-gauche. Le shunt est bleu, la chirurgie est contre-indiquée. Ce shunt, c'est une soupape de décompression du VD. La grossesse est théoriquement contre-indiquée également. L'anesthésie générale est risquée. On est vraiment dans les situations hémodynamiques les plus embêtantes dans les cardiopathies congénitales de l'adulte. Les dernières recommandations sur la correction des shunts nous dit que lorsque les résistances sont basses, donc retenez la colonne de gauche, les résistances indexées, unité Wood fois mètre carré de surface corporelle. On doit avoir les résistances normales, je vous rappelle, hein, c'est 2 unités Wood mètre carré. À moins de 4, on va corriger la cardiopathie congénitale, y compris à l'âge adulte, avec une classe 2A et un niveau de preuve C. Hein. C, ça veut dire avis d'expert. Mais 2A, ça veut dire qu'il faut quand même le suivre, qu'il y a beaucoup plus d'arguments qui nous disent de le faire que de ne pas le faire. Euh, Quand on a des résistances à plus de 8 unités Wood indexées, on ne corrige pas le shunt avec la même classe et le même niveau de preuve. Et entre les deux, on réfléchit et c'est là que on doit envoyer les patients dans des centres experts HTAP, cardiopathie congénitale, le réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, il y a toute une réflexion chez ces patients. Faut-il fermer partiellement le shunt? Faut-il mettre des traitements médicamenteux, prostacycline, Révatio, Bosantan de façon plus précoce et plus agressive chez ces patients pour essayer de les faire rebasculer de la zone grise à la zone gris clair, on va dire, pour fermer le shunt. Est-ce qu'il faut faire des biopsies pulmonaires chez ces patients? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions, parfois sans réponse, parce que ces malades-là peuvent rester très longtemps dans une situation hémodynamique assez stable. Les patients dans la zone grise, là, sont les patients qui peuvent nous poser le plus de problèmes.
En termes de médicaments, sans rentrer dans les détails, finalement, le seul médicament qui aujourd'hui, a un niveau de preuve élevé, c'est le Bosantan, tout simplement parce qu'il y a eu un essai, randomisé contrôlé qui a été fait, dans la syndrome d'Eisenmenger. Mais on peut dire que, la majorité des traitements de première ligne, doivent être considérés, les traitements Péros, chez ces patients. Donc la majorité des cardiologues congénitalistes aujourd'hui dans une HTAP, sur, cardiopathie congénitale, vont faire ce que font les autres spécialistes de l'HTAP sur cœur normal, une bithérapie par, Bosantan, sildenafil ou équivalent, hein, les inhibiteurs de la PDE5. C'est vraiment le traitement actuellement le plus standard et ensuite, on va réfléchir sur la trithérapie, rajouter une prostacycline. Il y a des prostacyclines, vous le savez, hein, IV, Péros, heu, enfin des analogues de prostacycline Péros en inhalation, sous-cutanée. Donc là, ça dépend des habitudes. Le niveau de preuve pour les prostacyclines dans l'Eisenmenger ou équivalent est plus faible et on va plutôt mettre ces médicaments quand on est dans un programme, plutôt de transplantation, heu, cardio-pulmonaire, puisque ça commence à être des traitements en général un peu plus lourds que la simple bithérapie. Donc là, on va faire, quelques cas cliniques, si vous le voulez bien, pour, la dernière partie de ce cours, qui sont des cas cliniques, un peu, le reflet de notre vie quotidienne quand on s'occupe de cardiopathie congénitale. Donc on va commencer par une patiente de 27 ans qui a une tétralogie de Fallot réparée dans l'enfance, qui a des palpitations et qui a une YHA2. Donc souvent ces patients, dans certains centres, sortent du circuit de soins et reviennent sur une complication. On leur a dit en gros pendant toute leur enfance qu'ils étaient guéris. En fait, c'est un mauvais terme parce qu'on n'est jamais complètement guéri d'une cardiopathie congénitale. Et on peut représenter des anomalies à l'âge adulte. La première cause de réadressage dans le système de soins, c'est le trouble du rythme. Donc, parfois, ce sont des jeunes qui sont venus accompagnés de leurs parents tous les ans pendant 18 ans et puis arrivés à entre 18 et 25, il y a une rupture de soins. Ils ne veulent pas venir, ils ne veulent plus venir ou leur, cardiopédiatre ne s'occupe pas d'adultes, donc ils n'ont pas envie d'être suivis par une autre personne. Enfin voilà, donc ça peut être compliqué et donc Sarah, elle est le profil complètement de ce type de patient qui pensait qu'elle était complètement guérie. Elle revient, elle a des palpitations et à l'interrogatoire, elle a une YHA2, et quand on fait l'électrocardiogramme, on s'aperçoit qu'elle a des troubles du rythme de type, fibrilloflotteur avec des QRS, très anormaux. Et donc un trouble du rythme qu'il faut, prendre en charge et le message important dans le trouble du rythme des cardiopathies congénitales de l'adulte, c'est qu'il faut tout de suite rechercher une cause hémodynamique. Très souvent, c'est lié et pas toujours lié, mais c'est très souvent lié et là, vous voyez ici que cette patiente, elle a non seulement un trouble du rythme qu'il faut prendre en charge, et qui peut être la séquelle, éventuellement de sa chirurgie, mais pas seulement. On voit qu'elle a une grosse fuite pulmonaire et que cette grosse fuite pulmonaire, elle est aussi un substrat, d'aggravation de troubles du rythme, et donc quand on fait une échographie, on s'attache à regarder l'hémodynamique complète d'une tétralogie de Fallot réparée. Quelle est la fuite pulmonaire? Comment on va le VD en termes de taille et de fonction? Quel est le niveau des pressions ventriculaires droites? Y a-t-il un gradient entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire? Y a-t-il un anévrisme au niveau de l'infundibulum? Y a-t-il un obstacle sur les branches pulmonaires? Y a-t-il une CIV résiduelle? Il y a une seule chose qui est très fréquente à l'échographie que j'ai mise dans la checklist parce que vous pouvez être, interrogé là-dessus, c'est l'aorte dilatée. J'ai mis c'est pas grave en fait, c'est rarement grave, c'est très souvent bénin puisque chez le fœtus, le débit cardiaque a été, dans les cardiopathies conotroncales privilégié vers l'aorte, du VD et du VG vers l'aorte, quand on a une sténose pulmonaire. Donc cette aorte, elle reste dilatée à vie sans qu'il y ait de surrisque de dissection aortique. Donc il n'y a pas de recommandation d'aller plastifier une aorte dans le falot sur la base seulement qu'elle est dilatée, sauf si évidemment il y a autre chose comme une bicuspidie aortique ou une autre pathologie qui ferait que l'aorte soit dilatée. Donc ça, c'était un cas clinique où tout simplement cette patiente, on reprend sur Sarah, elle a simplement besoin, entre guillemets, certes d'une exploration électrophysiologique et d'un traitement antiarythmique, de son fibrilloflotteur, mais surtout, elle a besoin d'une revalvulation de son cœur droit puisqu'elle a une fuite pulmonaire importante. Cette revalvulation aujourd'hui, elle peut être faite dans la grande majorité des cas de façon percutanée par les cathétériseurs et lorsque ça n'est pas possible parce que l'artère pulmonaire est trop, large ou qu'il y a un anévrisme important,
ou qu'il y a un trajet coronaire qui nous empêche de mettre en place un stent valvé, dans ce cas-là, on revalvule par voie chirurgicale, en général par une homogreffe chirurgicale. Un autre cas clinique, Myriam, 20 ans, qui arrive, dans notre centre en Disney Stade 3, une nouvelle patiente, qui est une étudiante, heu dans notre région, avec une pression artérielle à 110/60, une hépatomégalie à 2 centimètres, une saturation à 90, et on lui fait l'échographie cardiaque et en fait, cette patiente qui, arrive, d'un, pays étranger, où, alors elle nous dit, on ne sait jamais si c'est complètement vrai, elle arrive du Bénin, si je me rappelle bien, elle fait ses études, en France. Elle nous dit: «Oui, on m'a diagnostiqué quelque chose dans l'enfance, mais j'ai jamais été opérée». Alors effectivement, elle n'a jamais été opérée puisqu'il y a pas de cicatrice et on s'aperçoit ici à gauche qu'elle a un anneau auriculo-ventriculaire unique, évocateur de canal atrioventriculaire. Elle a des shunts entre les oreillettes et entre les ventricules. Elle a une fente mitrale importante, donc en fait, elle a un CAV complet, cette patiente, avec ici au Doppler, donc pour ceux qui ne sont pas des échographistes, croyez-moi sur parole, une hypertension pulmonaire assez sévère. Et donc, CAV complet, jamais opéré, avec une HTAP, une fuite de la valve atrioventriculaire importante. Et donc là, la question, c'est, elle est malade effectivement, mais est-ce que son HTAP est fixé? Et d'où vient son HTAP? Est-ce qu'elle est précapillaire? Est-ce qu'elle est post-capillaire? Est-ce qu'elle est encore traitable ou pas, cette patiente? Et donc, même si ce sont des histoires un peu complexes, c'est le raisonnement qu'on peut avoir. Donc là, la seule chose qu'on puisse faire, c'est un cathétérisme cardiaque et une formule de FIC que vous connaissez tous puisque vous vous êtes inscrit à ce DU. Et donc, sur la formule de FIC, hein, je vous rappelle qu'il doit avoir la VO2, l'hémoglobine, la différence artério-veineuse au moment du cathétérisme cardiaque. On voit que les résistances indexées sont à 5,4 unités Wood, et donc la fameuse zone grise de tout à l'heure. Alors, on est assez surpris, on s'attendait à des résistances beaucoup plus élevées. Donc, on est presque content de ce niveau de résistance. Et vous voyez aussi quand même que la pression dans l'OG, elle est énorme, à 30. Et donc, elle a une hypertension pulmonaire qui est mixte, hein, qui n'est pas que précapillaire sur son shunt. Elle a aussi une fuite mitrale très importante et une POG très élevée. Donc vous voyez, on a fait un test aussi de vasoréactivité, donc oxygène et NO, et on voit sur le test de vasoréactivité, alors les lignes sont inversées, vous avez d'abord le test en haut et l'état de base en dessous. Vous voyez que le rapport QPQS, il augmente de façon très importante de 1 à 1,9 sous vasoréactif, et que le rapport de résistance, il s'améliore vraiment franchement de 0,6 à 0,28, 0,63, 0,28, résistance pulmonaire sur résistance systémique au moment de ce test de vasoréactivité. Par contre, les pressions pulmonaires, elles ne bougent pas beaucoup, hein, vous voyez, sur le cathétérisme en haut, on a à gauche la PAP moyenne, 73 qui passe à 71, donc c'est pas significatif. Et je vous rappelle la définition de l'hypertension pulmonaire. Depuis 2 ans, on a baissé le cutoff de 25 à 20 mm de mercure. L'HTAP aujourd'hui, c'est l'HTP, puisqu'on n'est pas sûr que ce soit une HTAP. L'HTP, c'est plus de 20 mm de mercure. Mais tous les essais cliniques ont été menés à 25 pour les inclusions et pour les médicaments. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de point d'interrogation dans la zone entre 20 et 25 pour les indications médicamenteuses. Mais de toute façon, elle est très loin de tout ça puisqu'elle est à 73, 71. Donc là, je vous ai remis les dernières recommandations sur le niveau d'hypertension pulmonaire post-capillaire et la définition de l'HTP toute courte sur les dernières recommandations. Et pourquoi ils ont changé ce cutoff en fait? Parce qu'ils ont fait, nos collègues physiologistes, des cathétérismes cardiaques chez des sujets sains, et que les sujets sains ont chez les jeunes des pressions pulmonaires à 12, à l'âge adulte un peu plus avancé à 14, mais qu'à 20, on est déjà sur des chiffres qui sont anormaux et liés à la mortalité. Donc c'est vrai que sur le plan physiologique, on est déjà dans la pathologie à partir de 20 mm de mercure. Donc ça, je vous les ai déjà montrés, donc je ne vous remontre pas la zone grise. Cette patiente, elle est dans la zone grise. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, on peut discuter. Est-ce qu'il faut taper sur le poste capillaire et traiter comme on ferait dans l'insuffisance cardiaque gauche avec des IEC, des diurétiques? Est-ce qu'il faut plutôt traiter l'HTAP précapillaire
et donc mettre des vasodilatateurs et éventuellement fermer le shunt derrière. Là, le débat est ouvert. Notre parti pris a été de traiter le poste capillaire et de refaire le cathétérisme cardiaque derrière, parce qu'une POG à 30, ça nécessite de toute façon un traitement d'insuffisance cardiaque gauche. On espère qu'au décours de ce traitement, son cathétérisme sera meilleur et qu'elle va passer en dessous des cut-offs de 4 unités Wood indexées de résistance. Et ensuite, il faudra convaincre les anesthésistes et les réanimateurs de traiter un CAV complet à 20 ans. Ce qui est quand même, dans les livres de médecine, on dit que passer 6 mois, 1 an, un CAV complet, c'est de l'HTAP et qu'il faut surtout plus y toucher, vous voyez? Donc là, on est à 20 ans chez une patiente qui a encore la chance d'avoir un niveau de résistance pas si élevé que ça. Donc ce sont des histoires évidemment très rares, mais des histoires qui nous font beaucoup réfléchir. Et en tout cas, cette patiente va nettement mieux après son traitement d'insuffisance cardiaque gauche. Un autre cas clinique, un patient de 30 ans qui arrive dans le service après une syncope et une dyspnée stade 2. C'est un patient qui n'a jamais été vu en cardiologie congénitale. Il n'a même jamais été vu par un cardiologue tout court. Il va très bien, il n'a aucun antécédent particulier, aucun médicament. Il ne rapporte absolument aucun symptôme dans l'enfance. Et on lui fait l'échographie cardiaque et on s'aperçoit que le ventricule à septum lisse et qui est complètement écrasé, il est à droite. Et le ventricule très trabéculé et qui a l'air d'être le plus fort puisqu'il comprime l'autre, il est à gauche. Donc on a une inversion des deux ventricules. Le VD est à gauche, le VD est à droite. Et on a bien une mitrale euh, euh, à droite, sur le ventricule gauche situé à droite, qui en général détermine le ventricule, hein. Une mitrale en général donne naissance à un VG. Et on a bien une tricuspide avec une valve tricuspide qui s'insère directement sur le septum interventriculaire, qui est situé à la place de l'habituel VG. Donc vous voyez, les deux ventricules sont inversés, les deux valves d'entrée sont inversées. Par contre, les oreillettes, quand on se met en sous-costal, on s'aperçoit que l'oreillette droite, elle est bien à droite, et que l'oreillette gauche est bien à gauche. L'oreillette droite, elle reçoit la veine cave supérieure, c'est bien une oreillette droite. Et pour les non-échographistes, on a des critères pour déterminer les oreillettes. On voit par exemple l'oreillette gauche, elle a un auricule, un petit doigt, et elle est bien à gauche. Donc on a une discordance auriculo-ventriculaire. Si on a une discordance auriculo-ventriculaire et que le patient n'est pas cyanosé, ça veut dire qu'on a aussi une discordance ventriculo-artérielle. Donc je ne vous ai pas mis l'écho d'après, mais on regarde les gros vaisseaux et on s'aperçoit qu'on a aussi une transposition des gros vaisseaux. Donc c'est une discordance à tous les étages, ce qui fait que le malade n'est pas bleu. Mais dans ces cardiopathies congénitales, on a un risque de syncope parce qu'on a un risque de BAV, c'est classique. Et donc, vous voyez, des fois, on diagnostique à un stade tardif des cardiopathies congénitales rares et on les prend en charge. Bah, là, lui, il va avoir un pacemaker, il va avoir des tests d'effort, il va avoir une évaluation de sa NYHA, de sa fonction ventriculaire systémique, puisqu'il a un VD systémique, par de l'IRM, par de l'écho, par de la VO2, et on verra ce qu'on fait chez lui. On a plusieurs possibilités de prise en charge. On espère pour lui qu'il n'y aura pas de chirurgie et que le pacemaker le requinquera. Mais si son VD est très malade, il faudra l'inscrire sur un programme de greffe puisque on n'entrera pas à un stade tardif dans un programme de double switch comme on ferait chez un enfant. Vous voyez ici les gros vaisseaux avec une aorte qui est en avant et à gauche de l'artère pulmonaire. Normalement, les vaisseaux sont pas comme ça, hein. Le vaisseau qui est en avant et à gauche, normalement, c'est l'artère pulmonaire. Et vous voyez ici, ils sont inversés, ils sont en parallèle. Et ils sont en L transposition des gros vaisseaux, ce qui traduit une double discordance, discordance auriculo-ventriculaire et discordance euh, ventriculo-artérielle. Et le dernier cas clinique, c'est le cas de Vanessa, 22 ans, qui a une cardiopathie congénitale complexe avec un désir de grossesse. Tout à l'heure, je vous ai dit que le premier retour dans le circuit de nos patients adultes, c'était le trouble du rythme. Le deuxième, c'est l'insuffisance cardiaque. Le troisième, c'est quelque chose qui n'est pas lié directement à la cardiopathie, comme la demande d'un prêt bancaire par les assurances ou un désir de grossesse chez les jeunes femmes. Et désir de grossesse, le gynécologue ou le cardiologue de ville disent: Ouh là là, c'est complexe, va dans un centre expert. Donc on revoit ces patients et on voit que cette patiente, elle a une cardiopathie de type unique, elle a un ventricule unique qui est très compliqué, avec un tout petit VG à gauche, un gros VD trabéculé, une valve d'entrée qui a l'air très malade, une énorme oreillette droite, une petite oreillette gauche. Bref, c'est un ventricule unique
Et cette patiente, elle a donc eu le problème de Fontan avec la dérivation cavo-pulmonaire supérieure que vous voyez ici. On a la veine cave supérieure droite qui se jette dans les 2 artères pulmonaires. Vous voyez, le montage de dérivation cavo-pulmonaire supérieure et puis en dessous, le tube extracardiaque, de dérivation cavo-pulmonaire inférieure. Ça se fait en 2 temps avec, vous voyez ici, un petit shunt rouge parce que, cette dérivation, elle est fenestrée et que, aujourd'hui, dans la prise en charge, la fenestration est fermée dans les mois qui suivent, l'intervention par cathétérisme interventionnel. Il semble que cette patiente ait une fenestration qui n'ait jamais été fermée, elle a été laissée sous AVK, et c'est plus les pratiques aujourd'hui. Maintenant, on ferme les fenestrations pour qu'il n'y ait plus de shunt, et qu'on puisse passer ces patients sous des anticoagulants de type plutôt antiagrégant que des AVK lorsque c'est possible. Et donc, je vous remets la diapo classique hein, sur les programmes de Fontan, avec un ventricule unique qui est le ventricule systémique. On met les 2 veines caves dans les artères pulmonaires sans ventricule sous-pulmonaire pour remettre une circulation en série. Et les conditions pour que ça fonctionne, c'est que les pressions pulmonaires soient basses, entre autres, mais c'est aussi que le ventricule unique soit de bonne fonction, que la valve ou les valves d'entrée soient correctes également, et qu'il n'y ait pas de pathologie autre grave, sévère, comme une HTAP sur un poumon ou une comorbidité quelconque, une maladie respiratoire, ou même une pathologie syndromique neurologique très, très sévère, qui ferait qu'on n'irait pas dans ce type de programme particulièrement lourd. Donc, Francis Fontan a inventé cette chirurgie qui a été perfectionnée avec les années. On prend la veine cave supérieure, on la met sur l'artère pulmonaire, on déconnecte le ventricule, unique de l'artère pulmonaire pour éviter une pression pulsée dans l'artère pulmonaire et on prend la veine cave inférieure, qu'on connecte avec un tube extracardiaque jusqu'à l'artère pulmonaire. Fenestré ou non fenestré selon les habitudes des chirurgiens et selon les époques. Et aujourd'hui, la fenestration en général, elle est fermée dans les 6 mois qui suivent l'intervention lorsque celle-ci est mise en place. La saturation en oxygène se normalise évidemment puisqu'on repasse en série et ensuite le patient est suivi à vie sur un rythme en général d'une fois par an, à vie. Cette patiente, elle a donc une saturation à 89%, l'YHA2, un surpoids, pas d'activité physique, elle est assistante maternelle mi-temps, elle est sous Rinitec et AVK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire un bilan complet avant une grossesse, avec une imagerie écho-IRM, une hémodynamique par VO2 et cathétérisme. On va occlure la fenestration, on va rechercher les collatérales qui peuvent très fréquemment se développer dans les ventricules uniques. On va faire un statut rythmique avec Holter plus ou moins exploration électrophysiologique et on va vérifier tous les autres organes puisque le ventricule unique peut être associé à des pathologies d'organes autres, en particulier le foie, la coagulation, le rein et puis le statut neurologique. La checklist d'un ventricule unique à l'échographie, je vous l'ai un peu dit déjà, c'est la fonction systolique qu'on va estimer de façon globale à l'écho et à l'IRM, la continence de la valve auriculo-ventriculaire, on va vérifier les montages caves supérieurs et inférieurs, on va vérifier la voie correcte entre le ventricule unique et l'aorte, et on va vérifier que l'oreillette soit fonctionnellement unique avec une grosse CIA pour un brassage de sang avant la valve d'entrée dans le ventricule. Aujourd'hui, l'IRM, c'est vraiment un examen qu'on fait de manière systématique pour évaluer la fonction de ce ventricule unique. Enfin, la VO2. Vous voyez ici une VO2, c'est une patiente qui n'a pas été capable d'aller très loin, 70 watts, c'est vraiment pas grand-chose, avec une VO2 max à 12. Je vous rappelle qu'à moins de 15, on est quand même très très malade quand on a un cœur normal. Donc ça représente à peine 40% de la VO2 max théorique. Elle désature à l'effort. Elle a un très mauvais seuil ventilatoire, une pente VO sur VCO2 très augmentée d'autres critères qui sont assez inquiétants. Donc on est un peu embêté pour cette patiente. On lui fait un cathé. Finalement, elle a quand même un gradient transpulmonaire qui est satisfaisant. Elle a des fenestrations, des collatérales vénocardiaques qu'on va occlure. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est très important puisqu'on va optimiser son statut hémodynamique au cathétérisme cardiaque. Mais elle a quand même une pression pulmonaire moyenne qui est correcte, hein, à 13. Et donc, on a pris la décision de la traiter pour son hypertension artérielle, de lui faire perdre du poids par un programme de réhabilitation, d'arrêter les AVK après fermeture de fenestration et de la switcher sous aspirine. Et après, grossesse ou pas, donc ça c'est la vraie question. Il y a 20 ans, on disait à ces patientes qu'elles ne pourraient pas entamer une grossesse. C'est plus du tout le discours qu'on dit. Donc on a fait partie des centres qui ont pour la première fois suivi très près
les premières patientes ventricule unique il y a une dizaine d'années avec des grossesses sur 13 centres français. Donc 59 grossesses avec ventricule unique. On a 0 décès dans cette première cohorte française, mais quand même 27% de fausses couches, 36 naissances vivantes, 3 événements thromboemboliques, 7 épisodes hémorragiques et 69% de prématurité. Prématurité qui était très souvent induite, puisqu'arrivée à 32-34 semaines, nous les cardiologues, on commençait à être un peu inquiets de l'hémodynamique de ces patients sur la dyspnée, etc. Alors, toute femme enceinte en dernier trimestre est toujours un peu dyspnéique, mais là, j'avoue que comme on était chez nos premiers malades, on a peut-être été un peu stressé, on a peut-être induit des prématurités sur ces patientes, mais on n'a pas eu de vrai Felling-Fontan, par exemple, dans cette cohorte. La physiologie de la grossesse, vous la connaissez, hein, je vais pas la remettre. En ce qui concerne les cardiopathies congénitales, il y a plusieurs classifications qui existent, donc je vous les ai remises. Le CARPREG, le conseil prénatal, d'autres types de classifications. Sur les dernières recommandations, il y a la classification OMS, MWO, qui a été mise en avant dans les recommandations ESC. On l'a testé récemment, notre équipe, on a testé toutes les classifications, CARPREG 1, CARPREG 2, OMS, etc. Et c'est vraiment la meilleure. Et donc, moi, je vous incite en tant qu'anesthésiste à utiliser la classification MOU, qui est une classification de risque cardiovasculaire chez une femme qui a une pathologie cardiaque, quelle qu'elle soit, hein, mais elle est valable pour les congénitaux. On vient de la tester, on va publier ça très, très prochainement. L'article est quasiment accepté. Et donc là, vous avez ces recommandations que je vous incite à lire et qui vous précisent chez les fontans ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, mais il y a aussi des autres cardiopathies congénitales. Et donc, on va regarder pour cette patiente-là les risques thrombotiques, les risques hémorragiques, les perturbations hémodynamiques, son aorte, ses complications rythmiques, l'anesthésie lors de l'accouchement. En général, on évite l'anesthésie générale et on évite toute situation qui va augmenter les pressions intrathoraciques, hein. Vous savez que les CPAP sont mal tolérés. Donc, actuellement, on fait plutôt des voies basses sous péridurale, périrachie, anesthésie titrée. On augmente progressivement les doses. Évidemment, on lutte contre les comorbidités, le surpoids pour cette patiente, par exemple, l'HTA, etc. Par contre, c'est sûr que actuellement, les cardiopathies congénitales complexes entraînent quand même beaucoup de fausses couches et de prématurité. Il faut quand même en parler aux patients. Voilà, merci pour votre attention. Je finis tout juste dans les temps. J'ai parlé un petit peu vite parce qu'en 1 heure, c'était compliqué. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'ai volontairement pas fait de catalogue cardiopathie par cardiopathie parce que je pense que ça vous aurait ennuyé. Et j'ai beaucoup axé sur la physio. Et si je dois résumer les messages, un, la NYHA, c'est très important. Deux, le retour dans le système de soins à l'âge adulte, il est très particulier. Troubles du rythme, il ne faut pas tolérer les troubles du rythme chez ces patients. Il faut promouvoir l'activité physique et les programmes d'éducation thérapeutique chez ces patients, ça c'est très important dès le plus jeune âge. Et puis dans toutes les situations très complexes, comme les derniers cas cliniques que je vous ai montrés, on est vraiment dans la multidisciplinarité. La grossesse, c'est le meilleur exemple, je trouve. Les recommandations européennes, elles disent qu'il faut faire des Pregnancy Heart Teams. Et dans ces Pregnancy Heart Teams, moi j'en avais monté une à Montpellier avant de venir à Bordeaux, il y a évidemment les anesthésistes, avec beaucoup de questions auxquelles des fois on n'est pas capable de répondre, hein, mais qui nous permettent d'assumer les risques liés à la grossesse, à l'accouchement, etc. Donc, j'ai fait exprès de terminer par une grossesse chez une patiente avec ventricule unique, avec plein de comorbidités. Pour la petite histoire, elle a eu une grossesse et ça s'est bien passé. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. C'était parfait. Assez synthétique et en effet, tu as évité l'exercice du catalogue et je t'en remercie. Il y a une question. Traitement par Bosantan pour syndrome d'Eisenmenger réduit-il le rapport PAP sur RVP au KT sur le plan pratique? Alors, dans l'essai clinique BREST-5, qui est le seul qui existe, ça baisse un tout petit peu, mais pas de façon significative. Et s'ils ont eu l'AMM, en fait, c'est parce que le côté fonctionnel était amélioré. À l'époque, ils ne faisaient pas de VO2. Ils faisaient des tests de marche de 6 minutes. Donc la seule raison pour laquelle le médicament a eu l'AMM, c'est pas sur la baisse des résistances ou des pressions, c'est sur l'amélioration de la performance physique, le TM6. Voilà. Ça baisse un peu quand même, hein, mais ça baisse pas de façon très significative. Traitement du failing Fontan.
Ah, ça, c'est compliqué, on ne peut pas répondre en 2 secondes. Moi, Alors j'en le parle un traitement, tout petit peu sur on en la parle un partie peu, ouais. assistance en suivant, mais sur la prise en Alors charge du Faining-Fontan médical. Alors déjà, le traitement du Fehling-Fontan, c'est de tout faire pour pas en arriver au Fehling-Fontan. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit souvent que c'est malade. Là, je vous ai montré une patiente. Cette patiente qui vient pour un désir de grossesse, en fait, finalement, elle a été mal prise en charge. Alors, peu importe, on va stigmatiser personne. C'est souvent même le malade qui sort du circuit de soins. Mais elle aurait dû avoir de façon plus précoce une prise en charge adaptée de type je perds du poids, j'ai un cathé pour fermer mes fistules, j'ai un cathé pour fermer la fenestration. En fait, il faut absolument optimiser au maximum l'hémodynamique, ne jamais lâcher le patient. Parce qu'en fait, très souvent, on va parler de la génération aujourd'hui, ce sont des patients qui sortent d'une chirurgie de totalisation avec en général un bon statut. Parce que si on pense que ça va très très mal se passer, en général, on élimine le patient pour l'indication d'un fontan. Et ce sont parfois même des patients aujourd'hui dans la cardiologie moderne qui vont avoir une interruption de grossesse même sur des très mauvais ventricules uniques. Et donc, le Fehling-Fontan, c'est d'avant tout du préventif. Il faut essayer d'éliminer au maximum cette situation-là. Après, il y a le moment où le patient il bascule. C'est-à-dire, il bascule de la physiologie équilibrée à la physiologie déséquilibrée, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et là, dans cette phase de transition, c'est là qu'on a plein de questions qu'on se pose. Faut-il, par exemple, mettre des traitements préventifs? Des IEC? Là, on n'a pas la réponse. Faut-il mettre des traitements qui vont baisser de façon un peu préventive la pression pulmonaire? Hein, on dit qu'il faut avoir moins de 15 pour faire une totalisation. Imaginez qu'un patient, il a 16, 17, 18 ou 20, mais qui va très bien. Faut-il lui baisser sa pression pulmonaire en mettant des vasodilatateurs de l'artère pulmonaire avant le Fehling-Fontan? À cette question-là, on n'a pas encore la réponse. Et on a eu la chance que la DGOS finance le premier PHRC national sur un traitement sildenafil versus placebo chez ces patients-là, ceux de la zone grise, avant le Fehling-Fontan, pour voir si on peut améliorer leur capacité fonctionnelle à l'effort en baissant un peu leur pression pulmonaire avant qu'ils soient en Fehling-Fontan. J'insiste vraiment sur le avant parce que souvent on s'aperçoit que quand on est en Fehling-Fontan, on a un peu raté le avant, le préventif. C'est vrai. Et ensuite, sur le vrai Fehling-Fontan après, bah là, là, finalement, c'est presque plus facile quelque part, à part pour les médecins qui font de l'invasif. Mais là, le raisonnement, il est simple. On est déjà dans une situation malheureusement dépassée où va se poser la question du traitement médicamenteux. Donc, on va rien inventer. On va mettre un traitement médicamenteux de l'insuffisance cardiaque globale. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire. Alors, on s'amuse, les cardiologues, à mettre les mêmes molécules que ce qu'on fait en cardiologie à 2 ventricules, hein, avec la même progression sans vrai niveau de preuve, mais on fait quand même. Après, il y a l'assistance, mais Nadir, il en parlera. Et le plus compliqué, c'est le moment où on va décider de transplanter ces patients. Faut-il déjà le faire? Et si on le fait, à quel moment on le fait? Par expérience, souvent, quand on prend la décision, c'est déjà très très tard. Et donc, il y a aujourd'hui un vrai enjeu de réflexion de notre communauté sur à quel moment le patient bascule. Et là, il faut se poser toutes ces questions-là. Et puis après, il y a l'arrivée aussi chez ces patients-là, quand même, de choses invasives par cathé qui sont révolutionnaires. Quand on a un Fehling-Fontan, souvent c'est multifactoriel, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut avoir une valve malade, une valve d'entrée qui est malade. Il a un Fehling-Fontan, mais on voudrait lui réparer sa valve d'entrée, sa valve de CAV par exemple, ou sa valve mitrale. Et puis on a peur parce que c'est un patient qui a été multi-opéré et on se demande si on ne devrait pas plutôt le transplanter. Donc on va réfléchir. Et pendant qu'on réfléchit, les cathétériseurs, eux, ils poussent les limites et parfois ils nous mettent des valves par triclip dans ces valves d'entrée. On est complètement en dehors de toutes les indications et on s'aperçoit, alors ça c'est tout nouveau, hein, ça date d'il y a 1 an ou 2, on s'aperçoit que ces malades sont améliorés, sortent du Fehling-Fontan simplement parce qu'on a corrigé la valve par un cathétérisme percutané. Donc je vous réponds de façon volontairement floue, parce que chaque cas se Parce que la discute réponse est floue. et la réponse est très compliquée, voilà. Oui, le champ, le champ d'action du traitement des Feining-Fontan, il y a aussi les takedowns qu'on peut aussi proposer. Il y a des takedowns chirurgicaux, des takedowns aussi percutanés. Aller plugger le tube extracardiaque et recréer une fenestration pour revenir à une physiologie de DCPP finalement. Après, il y a pas un Feining-Fontan qui ressemble à un autre, hein, Mm. et selon les anatomies, on peut proposer, il y a certaines solutions alternatives qu'on peut proposer. Mais après, la seule vraie solution, c'est la transplantation, sachant que tout le problème du Feining-Fontan, c'est que des fois, on se retrouve avec des maladies pulmonaires associées. Oui, Donc, quelqu'un, la transplantation cardiaque isolée ne peut pas être retenue des fois. Donc, c'est toute une absolument. difficulté.
Merci beaucoup, Pascal. S'il n'y a pas d'autres Bon. questions, on va enchaîner avec